juste commencer par un petit... donc, bien sûr, ça c'est vendeur. Hein, parce que quand on fait une émission, il faut vendre. Et puis les chercheurs aussi. Hein, la science, c'est devenu un business. Donc les chercheurs, si on veut publier dans des revues très prestigieuses, si on veut avoir des crédits de recherche, des financements, il faut aussi que ce soit sexy et que derrière, il y ait des promesses. Donc est-ce que l'avenir tiendra les promesses du microbiote? Bon, c'est le sujet de la discussion. Vous pouvez poser vos questions. Je vais juste commencer par une remarque. C'est extrêmement intéressant, cette émergence du microbiote. Alors, comme c'est dit dans le reportage, ce n'est pas une découverte récente. Hein, ça fait des décennies qu'on sait qu'il se passe un travail important, qu'il n'y a pas que nous qui a les bactéries. Hein, il y a Metchnikov, prix Nobel en 1908, avait fait la publicité du yaourt, hein, puisqu'il avait remarqué que les Bulgares vivaient plus vieux et consommaient beaucoup de yaourt. Et à l'époque, il parlait déjà des lactobacillus. Donc ce n'est pas nouveau. Qu'est-ce qui fait que ça émerge maintenant, toute cette histoire microbiote, des microbiotes, hein, intestinales, mais pas que, c'est le séquençage à haut débit. C'est qu'en 2000, on a séquencé le génome humain, en réalité 2003 pour l'avoir complet. Ça a pris plus de 10 ans. Maintenant, on séquence un génome humain en 3 jours. C'est-à-dire qu'on est capable de prendre n'importe quel échantillon biologique, hein, en l'occurrence des fesses, des excréments, et on est capable de faire le séquençage de l'ADN qui se conserve bien. Hein. Récemment, une publication a montré, il y a une semaine ou deux, qu'on était capable de doser de l'ADN de 2 millions d'âges. C'est qui va changer beaucoup l'histoire de la biologie, de l'évolution aussi. Mais on est capable de doser l'ADN à haut débit de à peu près n'importe quoi. On l'utilise en écologie, hein, on est capable de doser l'ADN environnemental. On prend un litre d'eau d'océan du Pacifique, on est capable de dire telle espèce de requin est passée là parce qu'on trouve son ADN, même si on ne l'a pas vu. Hein, on sait que ça fréquente ces zones-là, mais on est capable d'identifier. Donc c'est le séquençage haut débit qui fait qu'on est capable d'identifier toutes ces bactéries. Gros avantage, alors une précision, quand on parle microbiote, c'est pas que on pense bactéries, c'est pas que bactéries. C'est tout ce qui est un peu microbe qui est à l'intérieur. Ça peut être des virus, mais évidemment, on connaît bien mieux les bactéries, on est capable de les séquencer, et on les reconnaît surtout à une petite séquence ADN qu'on appelle 16S. Et à partir de cette séquence qui est très conservée, on est capable de dire c'est telle espèce, c'est telle espèce, c'est telle espèce. Et aujourd'hui, on est capable de faire des publications très sexy, très vendeuses, avec tout le panel des bactéries, y compris des bactéries qu'on connaît uniquement par cette petite séquence 16S. On sait que c'est une espèce. On ne sait pas à quoi elle ressemble, on ne sait pas ce qu'elle fait, mais on sait qu'elles sont là. Après, l'enjeu, hein, c'est ce qui a été possible par les quelques bactéries vedettes hein, qui sont citées dans le reportage. On est capable de les isoler, de les mettre en culture. Mais ce qui est important maintenant, c'est de savoir quelle est leur fonction, quel est leur rôle. Pour finir ma parenthèse, je veux dire, c'est extrêmement intéressant. La révolution, elle est là, bien sûr. Elle n'est pas que là. Hein, quand on parle écologie, biodiversité, tout ça. La biodiversité, elle est là. Okay, quand tu dis une espèce de grenouille a disparu en Amazonie, quel malheur, quel drame, quel important. Ok, en clair, on n'en a pas grand-chose à faire. Hein, on dit en quoi ça me concerne. Attention, Homo sapiens, nous, hein, on se raccroche à notre environnement par toute cette biodiversité qui est en nous, qui nous fait. Hein, la question c'est je, c'est quoi? Si j'ai autant de bactéries que de cellules, je, c'est quoi? Mais cette biodiversité, elle est dans nous. Hein, c'est-à-dire on a besoin de cette biodiversité dans l'intestin, mais dans la peau, dans la bouche, partout. Hein. Donc ça nous recolle à l'environnement. Et ça, c'est un changement un peu de prospect, hein, quand même. Ok, après je peux parler, hein, donc j'attends vos questions. Alors, y a-t-il des questions? Oui, voilà, moi j'ai plusieurs questions. Mais la première, ça serait par exemple, est-ce que les vaccins, donc le vaccin contre la grippe par exemple, ou les vaccins contre le Covid, donc sont comme les antibiotiques? Voilà, c'est une première question. Une réponse en 2 temps. Alors, moi, je réponds en fonction de ce que je sais. Hein, quand je ne sais pas, je dis je ne sais pas. Ou en fonction des publications que j'ai dans la tête. Pour moi, c'est publié, j'ai un argument, c'est pas publié, j'ai pas d'argument. À ma connaissance, j'ai pas de publication en tête sur ça, d'accord? A priori, hein, après on peut réfléchir, hein, a priori, il n'y a aucune raison que ça interagisse, d'accord? L'injection, c'est pas le lieu où sont les microbiotes. Donc, très, très peu probable. Ça n'a pas l'air d'angoisser les chercheurs, parce que moi, je n'ai pas vu de publication sur ça. Donc, mais sincèrement, très peu probable. D'accord. Bon, pour moi, c'est rassurant, parce que
j'en suis à ma 5e dose de anti-Covid, donc forcément, c'est on va rassurant. tous y passer, je pense. Et tout ça parce que juste j'ai envie de vivre libre et de pouvoir voyager. Autrement, bien sûr, je serais peut-être anti-Covid, anti-vaccin. Et ma deuxième question, par exemple, est-ce que quand on a un polype, par exemple, dans l'intestin, est-ce que c'est dû à un manque de microbiote, quoi? Est-ce que... Alors là, il y a des publications qui commencent à faire un lien. Alors polype, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas médecin en plus, hein, d'accord. Ouais. Donc je suis pur scientifique. Mais il y a des publications qui commencent à faire le lien sur cancer du côlon, microbiote intestinal. Alors c'est encore vague, hein, on ne sait pas quels sont les mécanismes, qu'est-ce qui se met en place. Attention aussi dans ce qu'on montre aussi, hein, là. Parce que beaucoup on dit une pathologie, un microbiote, quel est l'effet, quelle est la cause, hein? Est-ce que l'appauvrissement c'est une cause ou c'est une conséquence? Donc là, attention, il ne faut pas faire les conclusions trop rapidement. Il y a quelques arguments, les chercheurs le savent bien sûr ça, hein. Donc on essaie de remonter en amont, de changer le microbiote et de voir ce qui se passe, hein, pour vérifier que l'appauvrissement du microbiote est vraiment une cause et pas une conséquence. Mais attention aussi dans ce qui est annoncé, de toujours bien avoir ça en tête. Mais là, le polype, je ne peux pas dire, mais il y a des publications qui commencent à sortir sur variabilité, richesse du microbiote intestinal et cancer du côlon. Oui. D'accord, je vous remercie. Bonsoir, j'ai 2 questions s'il vous plaît. La première, c'est qu'est-ce qu'on sait vraiment aujourd'hui entre le lien entre le microbiote et les maladies psychiatriques? Alors, déjà, à mon premier étonnement, hein, le microbiote intestinal est annoncé comme pouvant jouer un rôle dans certaines maladies psychiatriques, notamment, c'est pas une maladie psychiatrique, mais l'autisme. Genre, pour moi, c'est extraterrestre, quoi. Je veux dire, cependant, on parle des acides gras chaîne courte, propionate, butyrate aussi, qui semblent en effet avoir un lien sur, on va dire, la stabilité mentale. Okay. Curieusement, il semble qu'il y a des articles qui suggèrent ça. Okay. Faut voir qu'on est au début de l'histoire. Hein. Comment ça joue, qu'est-ce que ça fait, quelle est la dynamique, quelle est la mise en place. Une parenthèse. La science, c'est devenu un business. Okay. Bon, et c'est un sujet de mode aussi. Hein. C'est regrettable, mais c'est comme ça, on ne peut pas l'éviter. Donc aujourd'hui, quand on est chercheur, qu'on veut faire carrière, on cherche le scoop. Hein. Pas que, mais ça aide de faire carrière quand on a un scoop. Le microbiote, il y en a un qui le disait à un moment, c'est un peu une situation un petit peu rare, où on a un système, on se dit « Oh, ça c'est bon, ça marche !» En plus, ça marche, il y a des situations où ça marche. On se dit « Oh là, il faut que je me mette sur ce sujet-là parce que ça va faire des publications vendeuses. » Okay, c'est des publications que les grands journaux prestigieux, hein, qu'on connaît tous, qui sont vulgarisés, prennent facilement. Hein. Donc il y a un effet de mode. Le microbiote, il est dans le balancement haut. Hein, le balancier, il est en haut. On en parle beaucoup. Hein. En plus, ça a l'air de marcher. Hein. Moi, je dis, attention, on est dans l'effet de mode. Le balancier, il retombe toujours. D'accord, il va revenir de l'autre côté parce que la science, c'est quand même ouvert. C'est quand même un truc qui marche, même si c'est du business, même si c'est de la mode, parce qu'on discute. D'accord, on discute et on remet en cause toujours. On rediscute les résultats d'expérience. Donc le balancier, il va retomber. Moi, je pense le balancier, il est un petit peu haut, mais cependant, il y a des arguments qui montrent qu'il y a des effets sur le mental. Alors, est-ce que ça va jusqu'à la maladie mentale? Je ne peux pas dire. Mais la stabilité, on en parlait pour les enfants hyperactifs. Il y a des articles qui évoquent notamment le rôle de l'absence de propionate ou certains acides chaîne courte qui pourraient jouer un rôle sur la nervosité ou la stabilité mentale. Donc c'est des choses, c'est encore en train de bouger. Hein. On ne sait pas bien. Ce que je disais tout à l'heure, c'est un effet, c'est une cause. Il semble que ce soit une cause, mais c'est encore beaucoup à préciser.
Merci pour cette réponse. Et ma deuxième question, c'était par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, chacun d'entre nous, pour... bon, on a pris des antibiotiques probablement quand on est enfant ou on est en césarienne, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, manger des fibres, on a bien compris, prendre moins d'antibiotiques que si nécessaire. Est-ce qu'il y a autre chose qui n'était pas dans ce documentaire que ce sera intéressant à savoir et appliquer dans la vraie vie? Merci. J'ai pas de scoop, hein. J'ai pas de scoop à vous annoncer. C'est clair. Ce qui ressort, c'est que ces pays industrialisés, les régimes alimentaires des pays industrialisés, en fait, ont une tendance à diminuer la variété, hein, le nombre et la variété de bactéries. Ça, c'est clair. Une façon de lutter, c'est varier les aliments. C'est éviter le plus possible tout ce qui est raffiné, tous les aliments qui sont les plus transformés. Ça, c'est clair. C'est le message. Sur le microbiote cutané, qui a un rôle aussi important, hein, on ne sait pas, c'est curieux, on ne sait pas aujourd'hui ce qu'il faut faire pour enrichir son microbiote cutané. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire laissez vos enfants jouer dans le sable et la poussière. Et puis voilà. Une remarque aussi où le balancier revient, en biologie, il y a avant, après Pasteur. Pasteur, avant Pasteur, c'est la génération spontanée. Tous les trucs, les petites bébites, là, ça apparaît comme ça. Hein, vous laissez traîner un chiffon dans un coin, il y a des mouches qui apparaissent, c'est génération spontanée. Pasteur, il dit, oh là, c'est étonnant, hein, parce que le début du microscope, hein, le Von Hooke, hollandais, plus de 100 ans avant, il avait bien découvert les animalcules, comme on les appelait à l'époque, mais ça n'avait pas cliqué. Pasteur arrive, et puis là, c'est tout. À la génération spontanée, ça n'existe plus, c'est la fin. Et là, on découvre les microbes, les petits machins qu'on ne voyait pas, qui sont insoupçonnés. Et Pasteur, il met le focus sur les maladies. Maladie du ver à soie, la levure de la bière, pas que les maladies derrière, levure de la bière, fermentation, important, c'était une révolution, importance économique à l'époque. Et puis toutes les maladies, et puis l'école pasteurienne, et puis Koch en Allemagne qui développe. Et il a développé, chez l'homme, il a dit, oh là, les bactéries, c'est dangereux, il faut faire attention, risque. Et ça a développé le courant hygiéniste. Et le courant hygiéniste, pour être propre, il faut se laver, il faut presque se récurer. Et moi, je suis propre, presque je suis stérile. Hein, je me souviens, je peux raconter les petites histoires d'anecdotes personnelles. J'ai ma grand-mère, il fallait presque se récurer les mains pour être propre, quoi. Et aujourd'hui, là, ça change. Hein, on change vraiment. Ça aussi, c'est une vraie cassure que ça apporte, ce microbiote. On dit, OK, il faut se laver, c'est clair, mais les bactéries qui sont sur la peau, elles sont aussi importantes. On va venir de deux façons. Déjà parce qu'elles empêchent les pathogènes de s'implanter, d'accord ? Et puis, elles informent, elles renvoient des métabolites, hein, ce qu'elles produisent. Elles vont utiliser l'énergie à partir des petits kératinocytes qui meurent ou à partir du lactate qu'on a dans la transpiration. Et elles vont produire d'autres molécules qui sont aussi nécessaires à l'entretien du film hydrolipidique qui est sur la peau. D'accord ? Donc, c'est important. C'est important pour ça. On voit aussi au cours du développement, ça s'appelle des fenêtres ontogéniques. Il y a des moments où c'est extrêmement important de les avoir, notamment petits, parce que les bactéries sur la peau vont informer le système immunitaire. Elles sont là et c'est pas grave. Et le système immunitaire, il sait, elles sont là, il ne se passe rien, tout va bien. Et dans le courant hygiéniste, quand on se lave beaucoup, on décape, les bactéries ne sont plus là, le système immunitaire, à moins de 3 ans, il n'a pas le temps d'apprendre. D'accord ? Donc, quand les bactéries vont venir sur la peau, dans les poumons, le système immunitaire, il va surréagir. Il dit, oh, je ne te connais pas, je me méfie. Hein, et ça, c'est les allergies. L'allergie, c'est le système immunitaire, marche trop bien, quoi. Je ne te connais pas, je me méfie, j'envoie mes anti-inflammatoires, et je provoque une inflammation. Évidemment, pas confortable. Et puis, à long terme, c'est porteur de maladies qui peuvent être dégénératives. Donc, c'est aussi important pour ça. Ai-je totalement répondu à votre question ? Alors moi, j'ai une petite question complémentaire. Oui. Là, on a abordé le microbiote intestinal, le microbiote de la peau. Est-ce qu'il en existe d'autres et est-ce qu'ils ont des interrelations entre eux ? Alors, il y en a plein d'autres. Hein. On a le poumon, cavité buccale, bien sûr, nasale.
tout ce qui est en contact avec l'extérieur. Et l'intestin, c'est en contact avec l'extérieur, hein, puisqu'on fait rentrer les aliments extérieurs, on les fait rentrer à l'intérieur, mais la paroi intestinale, elle est bien en contact avec des choses qui viennent de l'extérieur. Donc l'intérieur de l'intestin, c'est en contact avec l'extérieur. Tout ce qui est en contact... Alors notre vision est trompeuse, hein. Une bactérie, ça fait 1 micron, 1 millimètre divisé par 1000, donc on ne peut pas les voir. Mais si on était capable de les voir, on en verrait plein dans l'air, on en verrait, c'est couvert de plein les murs, plein nos chaussures, plein partout. Ça pullule partout, quoi. On les voit pas, heureusement, ça ne nous fait pas peur, mais c'est partout, hein. On habite un monde de bactéries. Les premiers organismes qui sont venus sur la Terre, ce sont les bactéries, les cyanobactéries. D'accord ? Et d'ailleurs, la première extinction de masse, hein, sont des bactéries qui n'avaient pas d'oxygène sur la Terre, donc des bactéries anaérobies. Et puis, un des sous-produits du métabolisme, ça a été l'oxygène. L'oxygène, aujourd'hui, c'est 21%, hein, 20-93% de l'air atmosphérique. Elles ont produit de l'oxygène. Et la première extinction, c'est les bactéries qui étaient anaérobies, qui n'ont pas été capables de s'adapter à la présence d'oxygène. Hop, dégagées, hop, on disparaît. Et puis c'est celles qui ont réussi à utiliser l'oxygène, ou au moins à se défendre contre l'oxygène, et qui ont survécu et qui ont continué à développer l'arme de vie. D'accord ? Important l'oxygène, parce que nous, on est aérobie, hein, on vit avec l'oxygène. L'oxygène, c'est extrêmement intéressant parce que ça nous permet d'avoir un métabolisme intense, important, ça coûte cher en énergie, mais ça nous permet d'être très actifs. L'inconvénient, hein, l'oxygène, c'est très réactif, ce qui nous permet d'avoir le métabolisme important. L'inconvénient, c'est que l'oxygène, c'est aussi très oxydant. Hein. Donc, et la première cause de vieillissement, c'est le stress oxydant, le stress oxydatif. Hein, donc, on paye aussi de ce côté-là. Oui, donc tout ce qui est en contact avec l'extérieur, c'est couvert de bactéries chez l'homme. Du coup, la deuxième partie de ma Les question... interrelations. Voilà, Oui, alors il y a des interrelations. Alors, il y a aussi des interrelations, curieusement, entre microbiote intestinal et la peau, hein, et le microbiote de la peau. Et la communication, elle se fait par le système immunitaire. Il y a des pathologies intestinales qui se caractérisent, qui se traduisent aussi par des éruptions cutanées, ça arrive. Le lien aujourd'hui privilégié, c'est le système immunitaire. Mieux vaut être riche et en bonne santé que pauvre et malade, c'est-à-dire mieux vaut peut-être vivre au bord de la mer, respirer l'air marin, manger des produits méridionaux, poissons, etc. Enfin, d'ailleurs, on entend souvent que dans certains pays, la durée de vie, la longévité est plus longue pour certaines populations que pour d'autres. Oui, mieux vaut ça, finalement, que de vivre peut-être en centre-ville de Paris ou au pied de la raffinerie de Feyzin. Donc, bien sûr, c'est pas une question, hein, oui. c'est juste... On le sait, hein, par exemple, l'endroit où il y a le plus de centenaires, c'est la baie d'Aikido, d'accord, au Japon. Oui. Mais aussi parce que c'est au bord de la mer, donc c'est beaucoup d'oméga 3, beaucoup d'acides gras polyinsaturés, et c'est ça aussi qui fait de la longévité. Et aussi culturellement, hein, c'est intéressant, culturellement, ces personnes-là ont la tradition de s'arrêter de manger avant d'avoir atteint la satiété. Ils s'arrêtent à peu près à 80% avant la satiété. D'accord ? Et on dit qu'on creuse nos tombes avec nos dents, dicton populaire, et c'est peut-être pas si faux que ça. D'ailleurs, il y a des expériences en nutrition qui ont été menées sur le rat. On a un groupe de rats, on le laisse manger ce qu'on appelle ad libitum, il mange la quantité qu'il souhaite, qu'il désire. En général, ce sont des régimes, le régime standard est surtout hyperglucidique au passage. Et puis, on a un groupe de rats, on le restreint de 10% par rapport au rat ad libitum, un autre groupe 20%, un autre groupe 30%, un autre groupe 40%. Restriction de 10%, ils vivent 10% plus longtemps, 20%, ils vivent encore plus longtemps, 30%, ils vivent encore plus longtemps. 40%, il n'y a plus de gain, d'accord ? Mais la question, c'est bien de pas trop manger. Et curieusement, les centenaires de l'abbaye d'Aikido ont cette tradition culturelle, hein, de s'arrêter de manger avant que ça déborde, hein, avant d'avoir atteint la satiété. Ce qui s'ajoute sans doute aux acides gras polyinsaturés d'origine marine, au grand large. La pollution, je suis moins sûr.
Mais je voulais savoir, en France actuellement, pour avoir été un petit peu confrontée au problème, quand est-ce que toutes ces études et ces recherches vont redescendre et être appliquées dans le milieu médical? Parce que j'ai l'impression que, par exemple, les gastro-entérologues n'y connaissent rien, bizarrement. Et qu'il y a plein de... Enfin, quand on a des pathologies, parfois ça clignote de tous les côtés et en lisant, etc., on se dit, attends, mais il doit y avoir quelque chose à ce niveau-là. Ben non, on nous traite, vous parliez de liens entre microbiome, enfin la peau, etc. et tout. Donc en fait, ça clignote au niveau de la peau, le dermato vous donne un truc, après on vous donne un autre truc, mais il n'y a pas de lien qui est fait. Alors, je voulais savoir, parce que du coup, on peut être pris en charge par style naturopathe, etc., mais avec un réel suivi médical au sens propre, vers qui on doit se tourner en France? Est-ce qu'il y a vraiment... Enfin, vous comprenez ma question? Oui, je comprends votre question et je pâtis d'avance. Ouais. J'ai pas la réponse. En plus, je suis pas du milieu médical. Pardon. Oui, oui, non, C'est clairement... Oui, oui. des applications concrètes? Alors, en application concrète, aujourd'hui, ça va dépendre du praticien ou du chirurgien ou du cancérologue qui va être sensibilisé. Et puis, dans le meilleur des cas, vous avez une chance de tomber sur un essai clinique. D'accord. Mais après, c'est du réseau, quoi. Enfin, on ne connaît pas. Bon, Karine Clément est très connue à Paris. Au cancer où ça bouge à Paris, c'est Gustave Roussy. Mais après, je ne les connais pas, les médecins. Hein. Il faut un peu voir de ce côté-là. Et c'est là, c'est les professeurs, c'est les docteurs qui sont à la page, on va dire, qui ont envie de faire mieux, qui vont être sensibilisés aux nouvelles techniques, aux nouvelles tendances. Okay. Il y a la grande question qui moi, me laisse rêveur. Je veux dire, les antibiotiques, on connaît les limites. Les antibiotiques, c'est ce qui a sauvé le plus de monde au XXe siècle. Hein. Donc c'est clair, on ne discute pas, on en a besoin. Hein. Le problème maintenant, c'est que c'est utilisé n'importe comment. Quoi. Maintenant, le dernier antibiotique qui sort, un mois après, il est utilisé en élevage intensif pour augmenter la masse grasse, ou la masse maigre, pardon. Ce qui est scandaleux, ce qui est abusif, ça devrait être interdit. On a maintenant des tuberculoses multirésistantes, on ne sait plus quoi faire, donc il faudrait avoir le droit de garder ces antibiotiques-là pour l'extrême urgence. Quoi. Et ben non, ça foire. Et un truc, moi, qui me paraît toujours extraordinaire, c'est les phages. Hein. Les phages sont les parasites des bactéries, donc chaque bactérie a son ou ses phages qui vont spécifiquement détruire. Alors, les Russes ont raté le virage antibiotique. Ils ne sont pas d'antibiotiques. Bon, voilà, sans doute c'est une discipline capitaliste, donc ils ont boycotté. Par contre, ils ont été très sensibilisés sur les phages. Hein, et il y a des endroits, je ne suis pas sûr que c'est en Géorgie, je pense peut-être. Il y a un endroit, une clinique qui est spécialisée dans les phages. Et ici, les antibiotiques ne marchent plus, machin, on ne sait pas quoi faire. Vous allez là-bas et puis ils sont capables de vous prescrire le bon phage ou les bons phages qui vont exterminer la bactérie qui vous contamine ou qui va être responsable de votre amputation, ce qui n'est pas rien quand même. Et ça, ça transparaît pas, ça surnage pas. On est incapable de développer ça en Europe. Pourquoi? Je ne sais pas. Le système, hein, c'est les lourdeurs du système. Personne n'est capable de s'en emparer. J'ai appris qu'il y a quelques big pharma ont commencé à racheter les collections de phages. Donc peut-être que ça va repasser par les big pharma. Mais c'est un peu dommage parce qu'il faut que ça passe par le système capitaliste. Mais bon, alors que ça devrait être accessible tout le monde. Mais en gros, il faut compter une bonne dizaine d'années avant que ça retombe vraiment, quoi. On a vu aux États-Unis. Alors, c'est aussi des systèmes de protection qui font des lourdeurs. On a vu que c'était accepté aux États-Unis pour le traitement à Clostridium difficile, pas les autres. Ça va s'implanter, ça va s'améliorer. Pour l'obésité, Karine Clément dit il y a des effets, machin. Bon, on peut peut-être penser. Est-ce que ce sera aussi systématique que ça? Je ne suis pas sûr. Peut-être qu'on va améliorer. Sur le cancer, c'est spectaculaire quand même, hein, les résultats cancer. Que si vous avez les bonnes bactéries, voilà. Donc ça, si on a des signaux très clairs, des conditions où ça marche bien, normalement, ça devrait se développer et s'imposer en moins de 10 ans. Alors,
peut-être que on peut parler aussi de comment la validation scientifique finalement de tous ces, Oui. de toutes ces, de tout ce qu'on vient de dire. Parce qu'on l'entendait un petit peu aussi dans le reportage, un certain nombre de précautions de certains scientifiques qui expliquent que avant de pouvoir avoir des solutions, il faut aussi pouvoir prouver, reprouver, rediscuter. Enfin, ce que vous évoquiez aussi au début, où vous discutez, et ça prend du temps. Il faut répéter. Hein. En science, le système, il est ouvert. D'accord ? On peut très bien avoir un effet majeur décrit, et puis que l'expérimentateur et les reviewers, il faut savoir la dynamique quand on écrit dans n'importe quelle revue, en fait, votre article, il est examiné par 2, 3, parfois 4, ce qu'on appelle des reviewers, qui sont anonymes, que vous ne connaissez pas la plupart du temps. Souvent, on demande à les connaître, mais on ne sait pas. Donc, ils sont capables de vous critiquer, des fois pour des bêtises, des fois pour des choses qu'ils n'ont pas comprises. Mais vous avez un droit de réponse et l'éditeur décide d'accepter ou de ne pas accepter en fonction de la qualité de vos réponses et des commentaires des référés. D'accord ? Donc, c'est des systèmes qui sont ouverts. Si vous avez un bon argument en disant « Oui, mais vous dites que Faecalibacterium prausnitzii, vous n'avez pas tenu compte de ceci ou de cela », les résultats peuvent très bien être remis en cause du jour au lendemain. D'accord ? Donc c'est toujours ouvert, c'est toujours critiquable. On peut tout rediscuter, mais il faut avoir les arguments. Il faut objectiver la critique aussi. D'accord ? Donc après, les expériences sont toujours... Il y a toujours des facteurs limitants à une expérience. Est-ce qu'on a mesuré les bons paramètres ? Est-ce que le traitement, on l'a donné suffisamment longtemps ? Est-ce que le fait que ce soit appliqué à une souris, c'est extrapolable à l'homme ? Est-ce que... Vous voyez, il y a toujours des critiques. Hein, après, on va faire un essai clinique chez des volontaires sains pour voir s'il n'y a pas d'effet secondaire. Et puis après, si on n'a pas de traitement, on va pouvoir l'appliquer à certains cas, certaines pathologies extrêmes pour voir si ça marche. Et ça prend longtemps, ça prend facilement plus que 10 ans. Mais il faut aussi que les résultats soient confirmés. Hein, une expérience est faite dans un contexte, est-ce que c'est applicable à d'autres contextes ? Par exemple, les bactéries qui favorisent le traitement d'un cancer, ça dépend, c'est pas applicable à tous les cancers, c'est certains cancers. D'accord ? Donc il faut vraiment baliser les conditions et surtout comprendre pourquoi ça marche. Hein, c'est les mécanismes. Aujourd'hui, pour faire une publication scientifique, il faut le mécanisme, il faut expliquer comment ça marche. Si vous avez juste l'observation, ça fait pas un article très vendeur. Il faut amener comment ça marche. Il faut le mécanisme. D'accord ? Donc ça, c'est long. Et une fois qu'on a le mécanisme, on pense qu'on a compris comment ça marche. Alors pour les bactéries, il y a toujours un peu une zone d'ombre. Hein. Je pense que c'est Karine Clément le dit. On a Prausnitzii, ok, mais est-ce qu'on a eu les copines ? Est-ce que Prausnitzii est toute seule ? Qu'est-ce qu'elle fait vraiment ? Donc ça, c'est un peu plus compliqué parce que c'est du vivant. Les bactéries, on donne du vivant. Donc c'est pas toujours si simple que ça. Et il faut reconfirmer le résultat. Hein. C'est-à-dire, on ne passe jamais en essai clinique comme ça. Il faut que ce soit confirmé, reconfirmé. Donc, le premier qui fait la première observation, c'est un bel article. Les autres, on reconfirme dans des situations un petit peu différentes, c'est-à-dire qu'on rajoute toujours un peu plus d'éléments. C'est évidemment des articles qui sont un peu moins vendeurs, mais qui sont quand même intéressants parce qu'on confirme. Ça dépend. Des fois, il y a des polémiques. Hein, par exemple sur les compléments alimentaires ou sur les acides gras polyinsaturés. Hein. Vous regardez la littérature, vous avez 600 articles qui montrent que ça marche et puis 712 qui montrent que ça ne marche pas. Donc il y a des gens qui font des revues qui disent ouais, bon, c'est pas très convaincant. Donc il y a toujours un équilibre. On répète. Évidemment, plus on répète, moins c'est sexy, mais moins c'est bon vendeur comme article scientifique. Mais dans le processus de la science, on répète. Ce qui explique que c'est toujours un temps long. Souvent, au milieu universitaire, en fait, on lance l'idée, mais après, pour prouver qu'un traitement, ça marche, c'est plus soit une biotech, soit une compagnie pharmaceutique. Est-ce qu'il y a des compagnies pharmaceutiques, en fait, qui développent déjà des traitements à base de ces idées autour de microbiote ? Il y a toutes les pharmas, y compris les pas big pharma, qui sont dans les compléments alimentaires avec des prébiotiques et des probiotiques. Ça, c'est clair. Vous allez en pharmacie, vous en avez tant que vous voulez. Je pense que la plupart de ceux qui les font ne savent pas exactement ce qu'ils font.
mais vous pouvez avoir des comprimés à 3 milliards ou 10 milliards de bactéries. Alors ça, c'est une question. Est-ce que quand vous prenez un probiotique, ça veut dire que vous allez forcément enrichir votre flore intestinale? Il faut penser que si, par exemple, vous avez perdu prosnysie, d'accord, ça veut dire que l'environnement intestinal, votre environnement, n'est pas propice au développement de cette bactérie. D'accord ? Vous pouvez en manger 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, vous allez garder 1 jour, 2 jours, le temps qu'elle disparaisse, parce que l'environnement n'est plus approprié. Ce qui veut dire que la bonne solution, ce n'est pas de vous gaver de pilules, c'est de changer l'environnement de votre microbiote intestinal. Et pour changer l'environnement de votre microbiote intestinal, faut faire du sport, il faut essayer d'être moins stressé, il faut essayer d'éviter la pollution, il faut manger des fibres, il faut manger varié. Donc on revient un petit peu dans ce qu'on sait déjà. Donc sur ça, c'est pas pour monsieur, madame, tout le monde, c'est pas vraiment une révolution. Hein. Ça veut juste dire qu'il faut tenir compte de l'environnement intestinal. Bonjour. J'ai Bonjour. une question un peu plus personnelle que je trouve intéressante à poser aux gens qui font de la recherche. C'est est-ce que vous avez changé des habitudes depuis que vous avez commencé vos recherches là-dessus, si vous en avez supprimé ou modifié dans votre vie quotidienne? Alors, l'esprit. Parce que j'imagine que vous lisez des trucs tous les jours et que du coup ça reste quoi. Ça L'es- change la vie quotidienne. L'esprit est fort, mais la chair est faible. Donc je sais pertinemment qu'il faut manger des légumes, machin, mais j'aime tellement le chocolat. Non, mais c'est clair. C'est clair que je le fais pas assez, mais c'est clair qu'il faut le faire, quoi. Alors, moi, je suis pas très légumes, mais je m'applique. Je suis pas à 25, mais j'essaie de m'améliorer quand même. Et les fumeurs qui fument beaucoup, Il y a clairement un effet sur le microbiote cutané, curieusement, hein, parce qu'on pourrait se dire, ça part dans l'air, ça m'affecte peu. Il y a un effet. Ah bah oui, ça clairement sur poumon, mais même sur la peau. Sur intestin, j'ai pas de papier en tête, mais ça ne m'étonnerait pas que ça baisse, hein, parce que dans une cigarette, il y a 1064 produits nocifs. D'accord ? Donc c'est chimie à fond, y compris les addictifs, hein, d'accord, parce qu'on veut que vous continuiez, on veut que vous en rachetiez. Stress oxydant, bien sûr, hein, c'est un des facteurs de vieillissement de la peau, la cigarette. Hein. Et ça, c'est très clair, hein, quand vous avez le suivi ou la comparaison fumeur-non-fumeur. Sur des jumeaux, par exemple, hein, des vrais jumeaux, fumeurs, pas fumeurs. Ouf. Je voulais savoir au niveau mondial si, comme c'est un peu suggéré dans le documentaire, est-ce que le fait d'habiter, c'est vraiment le fait d'habiter dans des villes de manière urbaine et ce qu'on va dire, il parle beaucoup d'occidentalisation, ça joue beaucoup parce qu'on ne parle pas beaucoup de l'Asie dans le reportage, c'est très américano-français. Et est-ce que ça joue plus que l'environnement, enfin l'endroit où on habite sur la planète, quoi? Alors, je n'ai pas de réponse directe, mais clairement, ce qui semble jouer, c'est la nutrition. Hein. Le fait d'habiter en ville, c'est-à-dire vous vous coupez de la nature, c'est-à-dire vous mangez plus, vous n'avez plus accès à vos légumes, vous êtes de fait, le fait d'être dans des villes, ça vous met sur une alimentation raffinée, industrialisée. Hein. C'est ça, c'est clair. Alors il y en a un ou deux qui suggèrent un cataclysme d'Homo sapiens. Moi, je n'irai pas jusque-là. Un des arguments, c'est de dire qu'il suffit pendant 6 semaines de changer votre alimentation pour réaugmenter de 30%. D'accord ? Donc, tout n'est pas perdu, on n'en est pas là. Mais ça fait partie un peu de la science vendeuse, quoi. Hein, dire attention, on n'en est pas là, je pense. Hein. Il y a moyen de revenir en arrière. On est encore dans la marge de manœuvre. Hein. On n'a pas tout perdu. Clairement, ça veut dire qu'il faut revenir, mais on se coupe. Hein. Je pense que c'est surtout l'urbanisation fait que vous n'êtes plus en contact avec la nature, vous ne cultivez plus, hein, vos aliments. Ça va même plus loin que ça, hein, parce que c'est aussi la grande question, on en parle très peu aussi, des maladies neurodégénératives. Hein, des maladies dégénératives et surtout neurodégénératives. En fait, dans les plaques amyloïdes,
d'Alzheimer, on se rend compte que la concentration d'aluminium augmente de 10 fois. D'accord ? Et curieusement, l'aluminium a la même valence que la silice, et la silice, le silicium, hein, c'est un des éléments le plus présents sur l'écorce terrestre. Et en fait, quand on était paysan, nos grands-parents, arrière-grands-parents, on était plus exposés à la terre. Hein. Et certains émettent l'hypothèse en fait que le silicium serait remplacé par l'aluminium et que ça pourrait être une des causes de dégénérescence, et peut-être même, c'est des hypothèses, d'accord ? Mais ça va bien dans le paysage. Hein. Avant, on était plus exposé à la terre, gamin, on jouait, on en mangeait un peu, bon, on se faisait taper sur les doigts, c'était pas si grave, mais quelque part, peut-être que ça participait à avoir avoir le silicium nécessaire, et on était de fait beaucoup moins exposé à l'aluminium. Donc il n'y a pas de preuve, c'est compliqué d'avoir établir, il faudrait suivre des animaux ou même des sapiens, des hommes dans différents contextes, et voir l'incidence. Ce serait toujours, sur ce qui est dégénératif, ça prend des décennies, donc c'est toujours compliqué. Mais moi, ça, c'est des choses, moi, ça m'allume un neurone. Je me dis, tiens, c'est pas si bête ça, pas bête. Mais je pense que c'est plus la nutrition. L'urbanisation conditionne la nutrition. Je pense que c'est ça l'enjeu. Il parle de la Chine, à un moment, il dit, même en Chine, c'est la même chose. Les Chinois, ils n'échappent pas. Oui. Et on est coupé. Aujourd'hui, il n'y a pas d'études. Moi, je parlais du microbiote cutané. On ne sait pas ce qu'il faut faire pour l'enrichir, mais c'est clair qu'un bain de nature, ça ne peut pas l'appauvrir. Ça ne peut que l'enrichir. Jouer dans la terre, je n'irais pas faire comme lui, ramasser, jouer avec les bouses de vache. Mais moi, ça ne m'a pas scandalisé. Quand il me met sur le visage, je discute un peu. Mais pas forcément ce que je ferais a priori. Mais pourquoi pas, quoi ? Pourquoi pas ? Parce qu'après, elle se désagrège dans le sable. Et les bactéries, ça peut rester dormant. Vous prenez du sable. Quand vous prenez du sable sur la plage, que vous faites un bain de soleil, est-ce qu'on est si éloigné que ça ? Je ne suis pas sûr. Donc, je ne le ferai pas ouvertement, consciemment. Mais finalement, quand on va se tremper, on se met la peau sur le sable, il y a bien des choses dans le sable. Pas que des grains. Oui, je voulais juste savoir, au début du reportage, on voyait le bébé, l'importance du mode de naissance et de la transmission des bactéries. Quand un bébé naît avec tout de suite des problèmes digestifs, des problèmes de peau, etc., quelle est la part, en fait, il a son microbiote propre, qui est conditionné par la génétique du coup, et il prend en plus celui de sa mère, ou pas d'ailleurs, mais qu'est-ce qui fait que ça peut être dès la naissance complètement déréglé alors que... Oui, alors il y a le nouveau-né, il prend le microbiote de la mère. Lui, il n'a pas de microbiote. D'accord ? Ah, il n'en a pas parce que... Non, il prend... Ouais, Non, il prend celui de la mère. Il prend celui de la mère, lui, il part d'un ovule fécondé. Voilà, donc il s'ensemence. Il s'ensemence. Encore que maintenant, il y a des travaux qui suggèrent qu'il y a des bactéries dans le liquide amniotique, machin. On revient de l'histoire de Homo sapiens, je suis stérile, donc je suis en bonne santé. Il y a une publication, notamment dans Nature, qui trouve des bactéries dans l'hypoderme. La peau, c'est épiderme, derme, hypoderme. Ils m'ont des sections avec des bactéries à l'intérieur. Bon, ils ne l'ont pas dit trop fort pour ne pas se faire attaquer par les reviewers, je pense, mais ça veut dire qu'il y a des bactéries qui peuvent rentrer de façon assez profondément quand même. On a trouvé des bactéries dans le cerveau de gens apparemment sains, d'où l'hypothèse aussi de maladies neurodégénératives due à des infections bactériennes, peut-être des virus, donc là on ne sait pas. Mais le nouveau-né, il prend son microbiote sur la mère. D'où l'importance de naissance par voie naturelle, où maintenant, soit il met des cotons-tiges ou des tampons vaginaux appliqués à la mère qui font sucer pour respecter ce microbiote. Après, c'est clair que le microbiote a un rôle, mais il n'y a pas que le microbiote. D'accord ? Il peut y avoir une influence génétique, comme vous suggériez. Il peut y avoir peut-être une incongruité entre la physiologie cellulaire et le microbiote de la maman qui se retrouve chez le nouveau-né. Donc on peut avoir une intolérance marquée au lactose, par exemple. Elle ne serait pas liée au microbiote, elle serait liée aux enzymes du nouveau-né parce qu'il y a une mutation. Et puis, le microbiote, il est pour rien.
Ce qui est clair ici, c'est que le microbiote, c'est définitivement un acteur. Je parlais du balancier, moi, il me paraît un petit peu haut ces temps-ci, mais définitivement, c'est un acteur. Il faudra en tenir compte. C'est un acteur qui, dans certains cas, semble en effet majeur. D'accord ? Notamment, il faut savoir, on parlait de boîte noire au début. Aux boîtes noires, tout ce qui est inflammation, on va dire maux de ventre, chez le généraliste, inflammation intestinale, aujourd'hui, on ne sait pas quoi faire, quoi. On donne des antibiotiques, on donne des anti-inflammatoires. Crohn disease, maladie de Crohn. Ça fait quoi? Ils pataugent. Gastro-entéraux, ils pataugent, ils ne savent pas quoi faire. Donc là, vous voyez arriver une bouée. On n'est pas encore dans le cas difficile où ça marche 94%. On n'est pas dans ce cas-là, mais là, il y a la perspective d'un traitement potentiel. Vous imaginez? C'est important quand même. Là, il y a une ouverture, il y a un espoir qui naît, il y a quelque chose qui peut se passer. Là. Donc c'est quand même important. Définitivement, c'est un acteur, il faudra en tenir compte. D'accord ? De là, est-ce que ça va expliquer l'obésité? Moi, j'ai un petit peu de mal quand même à croire. Je suivais les premières publications dans Nature, qui montrent que, alors, ils font ce qu'on appelle des souris axéniques, nées par césarienne. Donc, elles ne sont pas contaminées par la mère, elles sont stériles. Et puis, sur ces souris nouveau-nés, on les ensemence avec un microbiote soit de souris obèses, qu'on a rendu obèses par un régime hyperlipidique, hyperglucidique, ou de souris maigres. Et puis, la publication, c'est de dire, regardez, le microbiote rend les souris obèses. Sauf que, je parlais tout à l'heure de critique, sauf que dans cette publication-là, dans Nature quand même, le régime alimentaire des souris qui sont devenues obèses, soi-disant à cause du microbiote des souris obèses implanté chez ces souris axéniques, c'était 98% de lipides. Ça n'a aucun sens. Qui, quoi, mange 98% de lipides? Personne. D'accord ? Bon, je veux bien que on est dans une situation extrême qui a permis de mettre en évidence peut-être, mais c'est pas réaliste. C'est quand même publié dans Nature. Comme quoi, même dans les meilleurs EE, il faut garder un esprit critique. Il faut toujours être un peu... D'accord ? Ici, Karine Clément, elle arrive avec un truc. OK, ceux qui répondent moins au régime sont peut-être ceux qui ont un microbiote appauvri. Peut-être qu'il y a un effet, peut-être un... Mais clairement, au cours de la mise en place de l'obésité, une calorie, c'est une calorie. C'est-à-dire, premier principe de la thermodynamique, on ne crée pas d'énergie. D'accord ? Si vous l'avez là, elle est passée là. Point barre. D'accord ? Microbiote, pas microbiote, on ne crée pas l'énergie. D'accord ? Donc, si vous êtes en surcharge pondérale, la calorie, vous l'avez ingérée. Une calorie, c'est une calorie. C'est même pas de la biologie, c'est la physique. D'accord ? Donc, peut-être que ça amplifie un petit peu si vous n'avez pas le bon microbiote. Peut-être que vous allez moins métaboliser, vous allez diminuer un peu votre dépense énergétique. Peut-être vous allez plus facilement stocker les lipides, peut-être un petit peu plus. Mais c'est pas ça, le déterminant, il n'est pas là à mon avis. On va poser une dernière question. Oui. Et puis après, on pourra finir autour d'un verre pour ceux qui souhaitent. Je donne à madame. Merci. Une question pratico-pratique par rapport au jour d'aujourd'hui. Est-ce que le fameux kéfir que tout le monde cultive à la maison sert à quelque chose pour le microbiote ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que la bactérie dedans, c'est un lactobacillus. A priori, les lactobacillus ont plutôt bonne presse. Moi, je rattacherais ça plus à ce que je disais au tout début, l'histoire de Mechnikov, qui prônait les vertus du yaourt bulgare. Je pense que c'est pas très différent de kéfir. On est un peu dans... Donc, a priori, j'aurais plutôt tendance à dire oui. Mais en réfléchissant aux publications, j'ai pas en tête, peut-être qu'il y en a, mais je pourrais regarder, j'ai pas en tête de publications qui ont mis en évidence les effets bénéfiques du kéfir. Point. Après, kéfir, j'ai l'impression que ça dépend beaucoup des lactobacillus, même si c'est tous le même genre. Peut-être qu'il y en a qui sont un petit peu moins performants que d'autres aussi. Mais a priori, je dirais, il n'y a pas de risque. On va aller goûter une bière pour vérifier. Merci beaucoup. Merci à vous.